Hey, salut à tous, c'est Yvan de la chaîne MyFitWorld Yvan et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nouvelle série de vidéos où je vais essayer d'aborder avec vous des sujets qui font un petit peu débat dans le fit game. Le but de ces vidéos, tout simplement de vous éviter de vous arracher les cheveux sur des sujets sur lesquels malheureusement on n'a pas forcément toutes les réponses et ça ne sert à rien de trop se prendre la tête. Le sujet du jour, la contraction volontaire. Ouais, je sais, j'y vais très fort pour cette première vidéo, mais bon, autant commencer par là. Donc la contraction volontaire ou mind-muscle connection, la connexion cerveau-muscle, bref il y a plein de termes utilisés, c'est quelque chose qui ne date pas d'aujourd'hui. Déjà à l'époque d'Arnold on en entendait parler, lorsqu'on lui questionnait sur son entraînement biceps, il répondait très souvent que pour bien développer ses biceps, il se concentrait très fort sur contracter son biceps et en plus ça lui permettait de développer son pic du biceps. Bon, le pic du biceps, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est ça. Bref, en attendant, cette technique a été pas mal réutilisée et on a même entendu certains experts dire qu'en étant très fort en bodybuilding, on pouvait même développer ses muscles sans charge tellement on arrivait à bien recruter ses muscles et à bien les contracter très fortement. Bon, c'est comme pour tout, dès qu'il y a quelque chose d'un peu exceptionnel, d'un peu impressionnant, c'est transformé. Donc je ne vais pas retenir ça, bien sûr, comme définition de la contraction volontaire. Loin de là, sinon je fausserai tout le débat. Donc la contraction volontaire, au niveau scientifique, c'est quelque chose qui existe réellement. Alors bien sûr, je vais de suite éluder la fameuse réponse de Michael Gundy dans les podcasts de la chaîne Share Fitness. Quand on le questionne à propos de la contraction volontaire, il répond que bien sûr, on contracte volontairement. Dès qu'on fait un exercice, c'est de la contraction volontaire. Bon, c'est vrai, sur le fond, je suis complètement d'accord. Dans les faits, quand on parle de contraction volontaire, c'est pas juste contracter volontairement un muscle. Et c'est vrai que le terme est très mal choisi. On parle plutôt au niveau scientifique de focus interne. Pour vous expliquer, on va prendre la comparaison avec l'apprentissage de l'écriture. Quand on commence à apprendre à écrire, quand on est gosse, c'est un exercice très fastidieux. Ça nécessite énormément de concentration, beaucoup de ressources au niveau du cerveau, au niveau cognitif, mais aussi ça demande beaucoup de concentration au niveau musculaire sur bien réussir à faire la forme des lettres. Donc ça, c'est l'apprentissage au tout début et ça demande beaucoup de ressources. Mais notre cerveau, petit à petit, est capable d'apprendre et de systématiser un petit peu tout ça. Et aujourd'hui, si vous écrivez, eh bien, j'espère quand même que vous en êtes plus là et que les choses se font machinalement. Donc là, on n'a plus besoin de se concentrer. Il n'y a pas vraiment de nécessité de faire de la connexion cerveau-muscle, comme on le dit crûment. Donc cette fameuse contraction cerveau-muscle, c'est juste ça. C'est ne pas laisser au cerveau le soin de tout systématiser et de réaliser par réflexe certains mouvements. On ne le laisse pas faire et on reprend le contrôle de chaque étape d'un mouvement. Que ce soit le fait de demander au muscle de contracter le muscle, mais même on se met à penser au muscle qui se contracte, à le faire se contracter pour réaliser un mouvement. Donc oui, la contraction volontaire, la connexion cerveau-muscle, bref, tout ça, ça existe bien. Ça a bien une réalité, même si le terme est mal choisi. En attendant, c'est pas pour autant que la science dit à coup sûr que utiliser la connexion cerveau-muscle, la contraction volontaire, permettrait à coup sûr un meilleur développement musculaire. Et c'est bien sur ça que se situe le débat. Et malheureusement, la science aujourd'hui ne dispose pas d'assez d'études et d'études suffisamment puissantes pour pouvoir trancher sur le sujet. Alors oui, il y a bien des études qui ont été faites sur le sujet, mais pour chacune d'entre elles, on ne compte qu'une dizaine de participants et très peu de facteurs sont fixés. Ça ne veut pas dire que ce sont de mauvaises études, ça veut juste dire qu'elles auront besoin d'être reproduites, d'être étoffées et on va devoir attendre encore quelques années avant d'avoir des réponses sûres sur le sujet. C'est comme ça que fonctionne la science. Et peut-être que ce qu'on pense aujourd'hui sera complètement infirmé par la science dans quelques années. Pour l'instant, malheureusement, eh bien, on n'a pas toutes les réponses. Donc, à quoi on doit se référer? Eh bien, on se réfère à l'empirisme, c'est-à-dire l'expérience de certaines personnes. Et c'est un peu de ça qu'on va parler dans cette vidéo, parce qu'on va parler bien sûr des experts entre guillemets sur le domaine, parce que bon, ce n'est pas parce que tu as beaucoup pratiqué, que tu as beaucoup coaché, que tu as lu beaucoup d'études, que tu es un véritable expert sur un domaine. Un expert sur un domaine, c'est avant tout un chercheur qui a réalisé des études, qui a synthétisé des études, qui a discuté avec d'autres chercheurs. Bref, pour l'instant, c'est tout ce qu'on a. Et donc, en France, on a deux tenants du titre sur YouTube, deux personnes qui, entre guillemets, s'affrontent sur le sujet. Donc, d'un côté, on a Nassim Saïdi. Nassim Saïdi qui a une grosse expérience dans la musculation au niveau personnel. Il a aussi réalisé pas mal de compétitions en tant que men's physique. Donc, il a eu un gros niveau de compétition, du moins par rapport à ce qu'on a en France. Donc en plus de ça, il est coach, il a coaché beaucoup de personnes et il met à disposition pas mal de ses réflexions sur YouTube.
Donc pour lui, la contraction volontaire est une bonne façon d'améliorer son développement musculaire. De l'autre côté, on a Rudy Koya. Alors au niveau du nombre d'années de pratique de la musculation, ils sont à peu près au même niveau. Lui aussi est coach et a coaché beaucoup de personnes. Par contre, au niveau de la compétition, il a moins d'expérience. Il a réalisé une compétition, mais bon, c'est un petit peu difficile de juger si c'était du même niveau que Nassim. En attendant, je pense que c'est pas forcément le cas. Par contre, il a eu une expérience en powerlifting et notamment au début de sa pratique de la musculation, ce qui en fait aussi une grosse différence. Et d'ailleurs, une différence qui peut être un biais sur l'analyse de contraction volontaire ou pas. Donc ça, ce sont les deux tenants des deux thèses, donc contraction volontaire ou pas. Bon, on les fait s'affronter sur les idées, mais dans les faits, je pense qu'ils s'en foutent un petit peu. Ils ont chacun leur avis, ça leur va bien, ça fonctionne pour leurs élèves, donc ils vont pas se casser la tête à s'affronter sur des sujets comme cela, surtout qu'ils savent bien que malheureusement ça va être difficile de trancher. Bref, voyons maintenant leurs arguments parce que c'est ça qui nous intéresse. Donc pour Nassim, déjà, la contraction volontaire, c'est sûr, permet un meilleur développement musculaire, tout simplement parce que ça permet de mieux cibler un muscle. Donc pour ça, il s'appuie notamment sur les données d'un électromyogramme qu'il a acheté récemment. Donc un électromyogramme, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un appareil qui est utilisé notamment en médecine par les neurologues pour mesurer l'influx nerveux dans un muscle, notamment lors d'un mouvement de ce muscle-là, d'une contraction de ce muscle-là. Donc il se fie sur ces données-là. Alors après, qu'est-ce que j'en pense moi de ces données ? J'en pense que c'est un bon outil qui peut être très pratique et très utile, mais dans les faits, malheureusement, on va dire que la façon dont il s'en sert ne permet pas de trancher sur le sujet. Et c'est pas du tout de sa faute. Il est coach, il n'est pas chercheur, et bien sûr qu'il n'a pas les moyens de faire des études sur des centaines de personnes. Donc bon, c'est comme ça, mais en attendant, pour lui, c'est quelque chose qui se retrouve notamment dans ses coachings, et donc il considère contraction volontaire, meilleur recrutement d'un muscle, donc meilleure progression. En plus de ça, la contraction volontaire permet, notamment parce que ça freine le mouvement et que ça nécessite beaucoup de concentration, ça permet d'avoir une meilleure technique. Donc qui dit meilleure technique dit aussi un meilleur recrutement et aussi moins de blessures. Donc ça aussi, ça en fait un point positif pour la contraction volontaire. Voyons maintenant les arguments de Rudy Koya. Alors pour lui, tout simplement, la contraction volontaire freine trop le mouvement, nécessite trop d'énergie. Et donc le problème, c'est que dès qu'on va commencer à progresser en musculation, et bien justement, on va avoir besoin de toute son énergie pour progresser de séance en séance. Et on le sait, si on ne progresse pas au niveau des charges, au niveau de ces séries, et bien tout simplement, le physique ne devrait pas progresser. Et donc la contraction volontaire empêcherait de progresser, du moins serait moins efficace que la technique classique où on essaye de tout donner pour progresser à chaque séance. Donc ça, globalement, ce sont les arguments. Mais dans les faits, quand on regarde de plus près, en fait, ils ne sont pas complètement opposés. Typiquement, si on regarde Rudy Koya, il n'est pas contre le fait de chercher à contracter le bon muscle sur tel ou tel mouvement. Ce qu'il considère, c'est que ce n'est pas le bon moment durant ces séries de travail de chercher à contracter du mieux possible un muscle. Donc il conseillerait plutôt de travailler cette relation cerveau-muscle en dehors des exercices afin que ce soit inscrit dans les automatismes que crée notre cerveau et donc qu'in fine on ait une meilleure contraction de notre muscle pendant nos séries de travail. Et si on regarde Nassim Saïli, justement, la contraction volontaire ne fait pas tout. Ça ne l'empêche pas, lors de ces séries de travail, de tout donner. Donc je pense qu'à certains moments, il doit un peu moins se concentrer sur ça pour plus se concentrer sur sa progression. Donc voilà, ce n'est pas forcément noir ou blanc. Dans les faits, on les oppose parce qu'il faut bien qu'ils donnent leur avis sur le sujet. Mais je pense que les différences ne sont pas aussi franches que ça. Et je pense que si on regardait leur entraînement, on n'aurait pas tant de différences que ça. Donc, qu'est-ce que j'en retiens de tout ça? Parce que c'est un petit peu la question que vous allez vous poser. Donc moi, en fait, ce que je fais, c'est que je définis pour quels exercices je vais utiliser la contraction volontaire ou pas. Si je réalise un exercice polyarticulaire où le muscle est un point fort, où je n'ai pas forcément de difficulté à le recruter, comment je le sais? Tout simplement parce qu'il congestionne bien, parce que le lendemain j'ai des courbatures aux bons endroits et que globalement il se développe bien. Donc si toutes ces conditions sont réunies, je ne m'embarrasse pas de contraction cerveau-muscle, je profite que ce muscle soit un point fort pour essayer de progresser à chaque séance dessus et donc je ne vais pas freiner cette progression-là. Si je réalise un exercice polyarticulaire sur un muscle que j'ai en point faible, donc là je considère que ce n'est pas forcément le bon moment de travailler cette connexion cerveau-muscle. Par contre, je vais la travailler. Je vais la travailler notamment sur les exercices d'isolation qui seront attribués à ce muscle-là ou sur d'autres exercices, notamment en début de séance ou en dehors de ces séances-là, où je vais bien travailler cette connexion cerveau-muscle et j'espère qu'elle sera automatisée petit à petit sur la réalisation de ces exercices polyarticulaires pour les points faibles. C'est comme ça que je fonctionne dans ce cadre-là.
Pour les exercices d'isolation, et bien là, comme je cherche un peu moins à progresser de séance en séance, parce que souvent ce sont des exercices qui en soi seraient trop traumatisants pour pouvoir être hyper explosif et chercher à chaque fois la progression, et bien dans ce cadre-là, je me concentre beaucoup plus sur cette connexion cerveau-muscle et je considère que ça va être un bon moyen de me développer au niveau musculaire et de mieux utiliser ces exercices d'isolation et d'autant plus si c'est un muscle qui est en point faible. Voilà, ça c'est de façon empirique, ce que j'en ai déduit de tout ce que j'ai vu dans les vidéos, des quelques études que j'ai lues et de ma pratique de la musculation. Mais encore une fois, j'ai pas raison et bien sûr que j'ai moins d'expérience que les autres et bien sûr que je n'ai pas vu toutes les études, mais malheureusement, à l'heure actuelle, c'est difficile de trancher sur un sujet. Donc vous croirez ce que vous voudrez et vous avez bien raison. Au final, c'est surtout votre expérience qui va faire la différence pour vous-même. Mais vous ne pourrez pas décréter que vous avez raison sur tel ou tel sujet. Donc faites tout simplement du mieux, ne vous prenez pas la tête, c'est juste le meilleur conseil que je peux vous donner. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour débattre du sujet ou me proposer des sujets dans le genre que je pourrais aborder dans des vidéos comme celle-ci. En attendant, je vous laisse me mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et vous abonner si vous ne voulez pas louper les prochaines. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne MyFitWorldIvan.